Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un nouveau petit projet de machine learning où aujourd'hui, on va étudier un dataset en fait qui est sur les trucks, donc les camions en fait, les camions de Scania, Scania Trucks, où on va essayer de prédire en fait si un camion a une panne dans le système APS, enfin le système d'air pressurisé. On va essayer de traduire littéralement. Donc en fait, le but c'est quoi? C'est de prédire quand il y aura une panne pour déjà savoir qu'il y a une panne et du coup éviter des problèmes, mais aussi éviter en fait de faire des contrôles non nécessaires par les mécaniciens, parce que des fois on envoie en fait des camions à la réparation alors qu'en fait il n'y en a pas besoin, ils sont en bonne santé, donc du coup on veut aussi éviter de réduire ses coûts, mais le plus important c'est aussi du coup de détecter quand il y a une panne pour éviter en fait de gros problèmes ou de devoir payer encore plus cher des problèmes en fait qui arriveront après dans le futur. Voilà, donc le dataset du coup est disponible alors soit sur le site original, donc c'était fait par c'était collecté je crois par une université, sinon il est sur Kaggle. L'intérêt en plus sur Kaggle, c'est qu'il a été un petit peu plus nettoyé. Enfin, le truc, c'est que le dataset du coup ne contient que les données, les variables et tout. Il n'y a pas de texte en plus où il faut se débarrasser, qui peut être un petit peu délicat. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez faire un petit peu plus de manipulation sur le fichier. Il y aura quand même du nettoyage à faire, bien évidemment, mais c'est juste que là, ce sera beaucoup plus du nettoyage sur les données en elles-mêmes si vous prenez le dataset de Kaggle. Donc ensuite, du coup, ce qu'on va faire, on se doute, on va faire du machine learning. Donc du coup, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir plein de variables, en fait, qu'on va appeler des variables explicatives. Et ces variables explicatives, à partir de ces variables, on va essayer de prédire, du coup, une variable Y, qui est, en fait, si le camion a une panne ou pas. Donc la variable Y, c'est une variable binaire, du coup, parce qu'elle ne peut prendre que deux valeurs. Elle indique si le camion est en panne ou non. Donc toutes les données en fait sont labellisées, donc c'est-à-dire que on a un échantillon. Un échantillon, ça va être quoi? Ça va être un camion en fait qui a certaines valeurs dans ses variables. Donc par exemple, je sais pas, la qualité du moteur, le taux d'huile ou des trucs comme ça. Et ensuite, on va du coup dire si ce camion est tombé en panne ou pas. Et donc du coup, à partir de toutes ces observations, on va essayer de pouvoir prédire si un nouveau camion, à partir des informations qu'on a sur lui, va tomber en panne ou non. Voilà. Donc du coup, on va avoir besoin de plusieurs librairies. Donc on va avoir notamment besoin de Pandas, NumPy, Scikit-learn. SciPy, je pense que on peut l'oublier. J'ai oublié de l'enlever, mais non, il n'y en aura pas besoin. Et après, du coup, on aura besoin en fait de beaucoup de choses qui sont liées à Scikit-learn. Je les ai juste importées. Donc on aura besoin du coup, comme j'ai dit, de Pandas, de NumPy. Donc Pandas pour lire les datasets, NumPy pour faire tout ce qui est la manipulation algèbre linéaire, tout ça. Matplotlib aussi pour pouvoir faire un petit peu de visualisation. Ensuite, on aura besoin de PCA. Donc PCA et préprocessing en fait qui seront du coup. Donc préprocessing sera notamment pour faire la normalisation et PCA sera pour réduire en fait nos nombres de variables, parce que vous verrez qu'on va avoir beaucoup de variables et du coup on va voir comment on peut faire pour réduire le nombre de variables explicatives. Ensuite du coup les algorithmes, donc on va tester plusieurs algorithmes. On va tester notamment K-means, Logistic Regression, LDA, Random Forest aussi, et Linear SVC et KNN, K-Neighbors Classifier. On va aussi utiliser des métriques, donc ça sera notamment pour le K-means. Enfin, ces deux-là seront pour le K-means, c'est-à-dire silhouette, coefficient silhouette, et aussi on utilisera une matrice de confusion. Donc ça c'est assez intéressant, ça change un petit peu de l'accuracy, où l'accuracy en fait c'est pas, enfin ça ne nous indique pas toujours un bon truc, et notamment dans ce cas ici vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite on a Smoot, l'algorithme Smoot en fait qu'on verra, qu'on utilisera en fait pour faire du sampling. Et ça c'est un petite librairie, enfin un truc que j'ai pris de collection de Python, qui est une librairie de base. Ça servira juste à un moment, c'est pas super important, on y reviendra dessus en temps voulu. Voilà, donc du coup ensuite ce qu'on va faire c'est que on va préparer notre dataset, on va du coup le lire, tout ça. Donc moi je suis sur Google Colab. Donc Google Colab c'est du coup un site en ligne développé par Google qui vous permet d'avoir accès à de la RAM et des ressources en fait virtuellement, enfin en ligne en fait, c'est grâce à des serveurs, donc ça c'est utile si vous n'avez pas un ordinateur très puissant. Vous pourrez quand même faire du coup ce projet, et vous pourrez même en faire d'autres si vous voulez, c'est disponible gratuitement par Google, donc il suffit juste de vous connecter avec votre compte Google. Alors il y a plusieurs manières d'importer un dataset sur Google Colab. Vous pouvez faire la manière, on va dire celle-là, où vous cliquez en fait ici sur ce petit dossier, ensuite vous cliquez sur ce petit fichier avec une flèche et vous importez le fichier. Le problème c'est que là on a des fichiers qui vont être un peu volumineux, normal, parce que on va avoir un dataset avec 60 000 échantillons et 170 ou 180 et quelques variables explicatives.
Donc ça va faire un gros dataset et du coup ça peut avoir du mal à le lire. Donc c'est pour ça que moi j'ai préféré le mettre du coup sur mon Google Drive. Donc ce que vous faites tout simplement c'est que vous le mettez sur votre Google Drive. Moi je l'ai mis dans un dossier machine learning où vous créez sur votre Drive un dossier machine learning. Ensuite vous mettez du coup les deux datasets. Donc le premier qui est pour les données d'entraînement et le deuxième qui est pour les données de test. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que du coup on va faire from Google Colab, enfin google.colab import drive, et on va faire drive.mount, et donc du coup on va lire en fait, enfin on va importer un peu notre drive dans Google Colab. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que ici j'ai mon dossier drive. Et ensuite du coup ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir le lire. Donc pour cela on va faire du coup pd donc de pandas .read csv, et je vais lire du coup donc on va mettre tout d'abord content slash drive slash my drive, donc mon drive, et ensuite moi je l'ai mis dans un dossier machine learning, donc du coup je fais slash machine learning, ensuite slash et le nom du fichier, ensuite ici avec bien évidemment l'extension CSV, et les non-values on met NA du coup pour pouvoir les repérer, parce qu'il y aura plein de non-values. Voilà, et je fais pareil du coup pour mon dataset test qui est sur un fichier différent. Ok, donc ensuite ce qu'on peut essayer de faire c'est d'essayer de voir un petit peu en faisant un point head du coup notre fichier. Donc point head ça affiche juste les 5 premières lignes, et vous voyez qu'il y a 171 colonnes, dont une colonne qui est la colonne classe. Donc du coup ça veut dire que à chaque échantillon ça correspond du coup à un camion, et on va nous dire en fait si ce camion est tombé en panne ou pas. Donc négatif ça veut dire qu'il n'est pas tombé en panne, positif ça veut dire qu'il est tombé en panne. Et vous voyez déjà qu'il y a des non-values dès le début. Alors aussi on a un autre problème, c'est que en fait les colonnes, les variables explicatives, donc chaque colonne est une variable explicative, et vous voyez que en fait on n'a pas vraiment de nom, parce que EE002 ça veut pas dire grand chose. En fait elles ont été anonymisées, voilà, ça c'était dans l'étude, c'était dit dans l'étude sur le site, elles ont été anonymisées. Donc ça peut être un peu embêtant, parce que on peut pas vraiment savoir à quoi elles correspondent. On peut essayer de supposer, mais on peut pas vraiment savoir. Typiquement, par exemple, EE002, peut-être qu'on peut dire que c'est les kilomètres. Mais le truc, c'est qu'on sait pas vraiment. Et ça, c'est embêtant, parce que du coup, on peut pas vraiment faire de recherche. Par exemple, on peut pas essayer de chercher de notre côté qu'est-ce qui cause des pannes. Est-ce que le nombre de pannes augmente avec le nombre de kilomètres? Donc ça, on se dit, du coup, les kilomètres, c'est important. Donc du coup, si on a une colonne kilomètres, on va garder cette colonne, et on va faire attention aux valeurs extrêmes, parce que les valeurs extrêmes, c'est-à-dire des grosses valeurs, donc c'est-à-dire des gros... un camion qui a fait beaucoup de kilomètres, on peut se dire que du coup lui il a plus de chances de tomber en panne parce qu'il a fait énormément de kilomètres. Là on peut pas savoir si on a une colonne qui correspond au kilomètre. Ensuite ce qu'on peut faire c'est qu'on peut l'afficher directement sans faire un point head, et vous voyez que du coup il y a plein de non-values, notamment sur AB000, et aussi, alors bon là on peut pas vraiment trop le savoir, mais c'est parce que moi j'ai déjà regardé le dataset, mais en fait le problème qu'on va avoir aussi c'est qu'on a beaucoup de classes avec le label négatif et pas positif, donc c'est à dire on aura 59 000 je crois échantillons avec le label négatif, donc c'est-à-dire que le camion n'a pas de panne, et seulement 1000 échantillons avec la classe positive, donc on aura juste 1000 pannes en fait dans notre dataset qui contient 60 000 données. Donc c'est-à-dire qu'il y a un énorme déséquilibre des classes. Le problème de ça, c'est que du coup, quand on va entraîner nos algos de machine learning, il risque d'y avoir une très bonne accuracy globale, mais en fait, l'accuracy, elle sera très bonne pour la classe négative, on va dire la classe 0, et très peu bonne pour la classe 1, classe positive en fait, tout simplement parce que la classe positive elle aurait été un petit peu oubliée, mais il y aura eu un très bon entraînement sur la classe négative. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi ce dataset, c'est parce que faut qu'on étudie en fait les disproportions des classes. Ça arrive souvent, notamment en santé. Par exemple, si vous avez des maladies rares, normal que ces maladies rares, vous allez avoir moins de données, mais parce qu'elles sont rares tout simplement. Mais le problème c'est que faut quand même essayer de bien les détecter, même en ayant moins de données. Voilà, donc ça va être ça aussi l'enjeu de ce dataset, ça va être du coup d'essayer de trouver comment faire pour, quand on n'a pas beaucoup de données sur une classe, comment faire pour que notre modèle en fait arrive à faire une bonne prédiction sur ces classes avec de nouvelles données. Donc aussi du coup une petite méthode qui est pas mal à savoir quand on veut regarder le nombre en fait d'échantillons qu'on a pour chaque classe, c'est de faire du coup ici dataset training class, donc on va regarder la colonne classe et on va compter les valeurs différentes. Et donc du coup ça va nous faire un agrégat, donc compter en fait combien d'échantillons pour chaque valeur. Et donc on voit du coup, comme je vous disais, pour la classe négative il y a 59 000 échantillons, et pour la classe positive il y en a 1000, donc il y a quand même un énorme ratio en fait, ce qui est du coup non négligeable. Alors du coup notre dataset, donc du coup on va essayer de nettoyer un petit peu, et déjà il faut qu'on essaye de gérer tout ce qui est les non-values. Ça c'est assez important parce que vous avez plein d'algorithmes en fait qui n'aiment pas quand il y a des non-values, il y en a qui acceptent, mais bon le problème c'est que ça nous donne des informations en moins, donc du coup c'est un peu embêtant.
Donc déjà, si on regarde un petit peu la somme sur chaque colonne, on voit quand même qu'il y a beaucoup de non-values. Juste en regardant un petit peu comme ça, on voit par exemple que AB000, il y a quand même presque 47 000 non-values. Donc c'est-à-dire que la colonne, elle contient sur 60 000 données, presque 47 000, enfin un peu plus de 46 000 qui sont non-values. Donc c'est quand même beaucoup plus que la moitié. C'est quand même assez énorme. C'est plus des 3/4 quand même. Et donc pareil pour d'autres aussi, pour AD000, qui contient 14 000, presque 15 000 données. Donc si on regarde le maximum, donc c'est-à-dire la colonne qui a le plus de non-values, on est presque à 50 000 sur 60 000, ce qui est quand même assez énorme. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une copie de notre dataset original. L'intérêt de faire une copie, c'est que du coup on va pouvoir faire des manipulations sur cette nouvelle variable, qui est une copie, une deep copy, enfin une copie pas artificielle, c'est-à-dire que les modifications qu'on fera sur X ne seront pas faites sur dataset training. Ok, ça c'est un truc qui peut arriver en Python quand vous copiez des variables ou des listes notamment, c'est que des fois on fait pas la bonne copie. Là c'est une bonne copie qui est faite, il n'y a pas de souci à se faire, donc du coup si on se loupe sur X, si on fait une fausse manip, eh ben on pourra toujours refaire une copie à partir de dataset training, parce que dataset training, on n'y a pas touché. Voilà, donc c'est ça l'intérêt de faire du coup une copie. Alors, le premier truc qu'on peut faire pour se débarrasser des non-values, bah, c'est on supprime toutes les lignes qui ont au moins une non-value. Donc on fait un x.drop_na. Donc ça veut dire que dès que on voit dans une ligne une non-values, et bah on la supprime. Bon, le problème c'est que vous voyez qu'on est passé de 60 000 lignes à 591 lignes. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup de paires de données. Donc ça c'est quand même assez embêtant. Donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va refaire une copie, puisque là le X honnêtement on l'a un peu foutu en l'air. Donc on va refaire une copie et on va essayer de supprimer quelques petits trucs. Donc ce qu'on va faire par exemple, c'est que on peut remplacer en fait les non-values par la moyenne en fait des valeurs qui sont pas des non-values de cette colonne. Donc par exemple AB000, ce qu'on va faire c'est que dès qu'on va trouver non-values, on va calculer la moyenne de toutes les valeurs numériques qu'il y a dans cette colonne, qui sont pas non-values, hein, et on va faire une moyenne, et on va remplacer la non-value par la moyenne. Donc ça c'est un truc qu'on peut faire. Le problème, c'est que ça peut être pas mal s'il n'y a pas trop de non-values. Là, à B00, il y avait 46 000 quelques non-values. Donc ce qui veut dire qu'en fait, quasiment toutes les données, ça va être les moyennes des 15 000 données restantes. Et ça, c'est pas vraiment génial, parce que du coup, ça va mettre beaucoup de biais. Et c'est pas super intéressant. Je sais pas pourquoi il y a un 0 ici. Ah bah oui, parce que c'est pas une non-value de base, ok. Donc du coup, ouais, c'est pas super intéressant. Ça va être intéressant par contre s'il n'y a pas beaucoup de non-values. Bon, voilà, on cache un peu le problème en remplaçant par des moyennes, mais c'est pas trop grave s'il n'y a pas beaucoup de non-values. Donc le mieux c'est de le drop. Ok, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait x égale à x.drop. On peut faire aussi, on peut mettre le paramètre inPlace égale à true, si on veut aussi, je crois. Et on met axis 1 parce qu'on veut supprimer la colonne. Donc du coup, si on regarde après notre dataset, AB000 n'existe plus. Normal, il a été enlevé. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc, et vous voyez que du coup on est aussi à 170 colonnes alors qu'avant on était à 171. Donc ensuite ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut re-regarder la somme des non-values par colonne. Donc en faisant x.isNull.sum, et on voit qu'on en a encore quand même quelques-uns. Par exemple, on a AD0, AD00, enfin AD000, qui contient quand même presque 15 000 non-values. Donc là, pareil, on peut drop à nouveau. On peut faire ça aussi pour BR000, donc j'avais dû regarder, il devait y avoir pas mal de non-values. Donc là, on a supprimé du coup 2 colonnes, donc on est à 168 colonnes, et on avance. Bon, le problème c'est qu'on peut continuer à drop, il y avait aussi BQ000 que j'avais dû regarder, qui contenait aussi pas mal. Et si on regarde BP000, on voit qu'elle aussi elle a 47 740 non-values. Donc en fait on voit qu'il y a beaucoup de colonnes qui ont des non-values. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit programme quand même pour pouvoir drop en fait toutes les colonnes qui ont plus que 10% de non-values. Voilà, donc ça veut dire plus de 6000 non-values parce qu'on a 60 000 lignes. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que on va faire du coup un dictionnaire où on va stocker du coup pour chaque nom de colonne, on va lui associer, donc le dictionnaire contiendra comme clé les noms des colonnes, et les valeurs associées ce seront le nombre en fait de null values. Donc c'est grâce à ça, c'est que du coup je récupère, en fait je fais un data frame de ça en fait, oui, de ce que j'ai ici, donc c'est-à-dire de toutes mes lignes, enfin de toutes mes colonnes
et leur non values et le nombre de non values qu'elles ont. Et du coup ensuite je vais foutre ça dans un dictionnaire où je vais associer à chaque nom de colonne sa valeur, la valeur de non values qu'elle contient. Et donc, du coup, ce que je vais faire ensuite, c'est que toutes les values, en fait, enfin, si les values, en fait, font plus que 10%, du dataset, en fait. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ici, si on a 60 000 lignes, et bah, du coup, si les valeurs sont supérieures ou égales à 6000, et bah du coup je vais supprimer cette colonne parce qu'il y a plus que 10% de non-values. Du coup bah, là ça m'évite de le faire manuellement, hein. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais, pour les autres colonnes qui contiennent des non-values, on va remplacer les non-values par la moyenne de cette colonne. Donc là à nouveau pareil, je récupère ce que j'avais fait ici, vous voyez, donc c'est-à-dire prendre en fait, mettre en dataset ou en dataframe mes colonnes avec du coup le nombre de non-values qu'elles ont, et je vais foutre ça dans un dictionnaire avec pareil, les clés seront les noms de mes colonnes et les valeurs associées seront du coup le nombre de non-values. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que du coup on va faire du coup pour chaque colonne, on va remplacer du coup les non-values par la moyenne des valeurs de cette colonne. Voilà. Et donc ensuite, si on fait un x.isNull.sum.max, on regarde du coup quelle est la colonne qui a le plus de non-values, et ben on voit que c'est 0. Donc ça c'est bon signe, ça veut dire qu'on n'a plus de non-values. Et donc du coup, si on raffiche notre x, alors j'ai juste un peu de problème avec le pad, voilà, on voit que là on est quand même passé à 143 colonnes. Au départ on était à 170, 171, donc on en a quand même supprimé pas mal. Et en plus on n'a pas eu à tout faire manuellement. Et donc maintenant on a quelque chose d'un peu plus intéressant. On n'a plus de non-values, donc ce qui va nous éviter quand même des potentielles erreurs quand même quand on va analyser nos données et quand on va traiter, quand on va faire des algorithmes en fait pour pouvoir essayer de prédire ensuite les pannes. Alors ensuite ce qu'on va faire c'est que on va continuer à préparer notre dataset. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une autre variable y qui va contenir nos labels. Donc ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on fait y égale à x. Alors j'ai mis entre double crochet parce que je voulais que ce soit un data frame et pas juste une series, donc c'est-à-dire juste une simple colonne. Je voulais que ce soit vraiment un data frame à part. C'est juste des détails, mais c'est juste que je préfère faire comme ça. Ça évite après d'avoir des manipulations un peu dérangeantes à faire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que y, c'était du coup, y c'est ici, c'est cette colonne classe. Et le truc, c'est que c'est des variables du coup non numériques, donc c'est un peu embêtant. Hein. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, on va les convertir, en fait, on va les remplacer par des valeurs numériques, c'est label. Donc en fait, négative, on va le remplacer par 0, et positif, on va le remplacer par 1. Voilà, et je fais inPlace égale à true, donc ce que je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est que du coup en fait je vais modifier directement ma variable y. Voilà, et donc du coup, quand je vais réafficher y, vous allez voir que maintenant je n'ai plus que des 0 et des 1. Si je fais un value count, et ben vous voyez que j'ai 59 000 0 et 1001. Voilà, tout simplement. Et ensuite, le x, je vais drop la classe, parce que ça ne va pas être du coup dans mes variables explicatives. Et du coup, je me débarrasse de ça, je me débarrasse de cette colonne. Donc ensuite, pour l'inférence, on va faire pareil. Alors, on remarque aussi pour l'inférence le nombre de négatifs et de positifs pour les labels, quoi. En gros, il y a 15 625 négatifs et 375 positifs, donc on a 16 000 données du coup. Donc on peut bien évidemment à nouveau l'afficher. On voit aussi qu'à nouveau il y a des non-values, donc on va s'en débarrasser, ce sera quand même un petit peu mieux. On va faire un point describe aussi, c'est vrai que je l'avais pas fait tout à l'heure, ou peut-être que j'étais passé rapidement dessus, pour voir un petit peu. Après le truc c'est que, toujours un peu du mal à voir certains trucs parce qu'on a quand même pas mal de variables, et le problème c'est qu'on les connaît pas vraiment ces variables, parce que elles sont pas, elles sont anonymisées. On va récupérer du coup les labels dans une classe yTest. Donc ensuite on va drop évidemment pour xtest du coup les valeurs. Peut-être que je l'avais pas montré, je sais plus, mais xtest du coup. Ah non mais non, ok c'est bon. Donc ok, donc xtest du coup ça va être mon dataset sans du coup ma classe, mes labels en fait sur la colonne classe. Ensuite ce que je vais faire pareil, c'est que je vais du coup faut que j'ai le même nombre de colonnes dans mon xtest que dans mon xtrain, parce que sinon ça va me poser un problème en fait si j'ai des nouvelles variables. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais parcourir du coup tous les noms de colonnes de xtest. Si ce nom n'apparaît pas dans les noms de colonnes de x, et je vais le drop, parce que ça veut dire que c'est une colonne qui contenait plein de non-values et que j'ai drop dans le dataset d'entraînement. Sinon, si cette variable existe, je vais remplacer ces non-values par la moyenne du coup de ce xtest, par la colonne de xtest.
Voilà. Et du coup, maintenant, je dois retrouver le même nombre de colonnes, donc 142. Normalement, c'est ce que j'avais, il me semble, tout à l'heure. Enfin, de toute façon, j'ai entraîné les algorithmes, hein, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Vous voyez, 143 normal parce que j'ai ici encore la classe. Donc du coup, si je l'enlève, ça fait bien 142, comme ça devait être prévu. Parce que là, j'ai déjà supprimé la classe. Vous voyez, j'ai fait un drop déjà. Et donc du coup, j'ai bien 142 colonnes. Et là, j'ai 16 000 lignes. Et ensuite, nous, on avait jusqu'à présent des data frame pandas. Quand on fait du machine learning, enfin quand tu utilises l'algorithme, notamment des scikit-learn, c'est mieux d'avoir du NumPy. Je crois que maintenant, c'est un peu plus possible de faire avec du pandas. Nous, on va faire du NumPy. Ce sera tranquille. Donc du coup, on fait tout simplement x est égal à x.to NumPy. Et pareil pour les y, et xtest et ytest. Et ytest aussi, j'avais oublié. Mais faut replace du coup négative et positive par 0 et 1, comme j'avais fait du coup pour les données d'entraînement. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la PCA. Donc la PCA, qu'est-ce que c'est? C'est de la Principal Component Analysis, ou de l'analyse par composante principale. Ce qu'on va faire, c'est que, vous avez vu, on avait quand même 142 colonnes, 142 variables explicatives, ce qui fait que ça fait beaucoup, parce que, en plus, on a 60 000 échantillons, donc 60 000 fois 142, vous voyez que ça fait vraiment beaucoup de données, et donc du coup, ça risque d'être lourd. Et le truc en plus, c'est que, en fait, nos 142 variables, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes super importantes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup réduire le nombre de variables explicatives, ou réduire le nombre de dimensionnalités, avec du coup de la PCA, qui va en fait essayer de sélectionner les variables qui sont les plus intéressantes, celles qui expliquent en fait la variance, en fait. Donc plus on a une variance qui est expliquée par le nombre de composantes, mieux c'est. Et donc en fait, si on arrive à avoir une bonne explication de la variance de nos datasets, avec un nombre de variables diminué, avec moins de variables, du coup c'est intéressant, parce qu'en fait ça veut dire que ces variables expliquent beaucoup plus la variance de notre dataset, donc c'est-à-dire la répartition de nos données. Et donc, si on a moins de variables, mais des variables pertinentes, du coup, on va pas trop perdre en accuracy, et on va réduire le temps de calcul, en fait, de nos algorithmes de machine learning. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder, en fait, combien de variables ou de composantes semblent utiles, en fait, semblent intéressantes pour bien analyser la variance. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est réussir à au moins expliquer 80% de la variance. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser PCA du coup de scikit-learn, on va le fit. Ah oui, aussi, je vais juste vous montrer. Donc là j'avais fait avec 2 composantes ou 3 composantes, donc juste 2 ou 3 variables. On le fera pas, parce que tout simplement on va faire un truc beaucoup plus générique, mais ce qu'il faut penser, c'est bien évidemment à faire un pré-processing sur nos données, parce qu'il faut les standardiser, et donc du coup en fait simplement un pré-processing pour un standard scaler.fit, et ensuite x égale à scaler.transform. Du coup c'est pour pouvoir du coup standardiser nos données. Donc ça c'est bien important de le faire avant du coup d'utiliser de la PCA. Donc ensuite, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la PCA sur nos nouvelles données X qui ont été standardisées, et on va faire ensuite du coup, on va récupérer la somme cumulée en fait de la variance expliquée, et on va du coup afficher l'évolution de la variance expliquée en fonction du nombre de composantes qu'on garde. Donc au début on va avoir 0 composantes, et au fur et à mesure on va rajouter de plus en plus de composantes, et donc normal, la variance aussi va être de plus en plus expliquée, parce que on va rajouter de plus en plus de variables. Donc voici du coup notre petit plot. Donc du coup on voit l'explication de la variance, donc on arrive facilement à 80% vers 30 ou 35 variables explicatives, et à 50 variables explicatives, on est à peu près sur du 90% de variance expliquée. Donc ça devient très intéressant. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'était de prendre 50 composantes et 35. 50, ça faisait quand même encore pas mal de données, mais c'était quand même pour tester. On va appliquer du coup nos données, notre PCA, où on va récupérer du coup 50 composantes principales. Donc le premier algorithme de machine learning qu'on va faire, c'est du k-means. Donc le k-means, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser du coup 2 clusters. Donc le k-means, qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement un algorithme en fait qui sépare en 2 clusters, en k clusters, k groupes différents en fait nos données. Et quand on a une nouvelle donnée, et on l'affecte au cluster qui est le plus proche d'elle. Voilà, donc nous on va en prendre 2 clusters ici. Pourquoi? Tout simplement parce que on a 2 variables à expliquer, enfin non, on a 2 labels, donc du coup ça semble approprié en fait de faire 2 clusters bien distincts. Et du coup ce qu'on va faire, c'est que on va entraîner notre k-means sur nos données d'entraînement, et on va afficher les matrices de confusion. Le truc qui est intéressant, c'est que du coup on peut voir en fait s'il a bien prédit. Donc en fait labels, donc ça va être les clusters. Les clusters, c'est des labels en fait en quelque sorte, c'est-à-dire que le premier cluster ça va être le label 0, le deuxième sera le label 1, et du coup on va voir du coup les bonnes prédictions avec cette matrice de confusion. Donc on regarde du coup pour les données X, ok, ce que ça nous donne ici, il me manque...
Ah non, c'est ici, ok. J'avais un doute, je me demandais où était passé en fait mon algorithme qui est mint, mais en fait c'est bon, il est bien ici. Ok, donc là c'est juste la matrice de confusion. Donc en diagonale, du coup, ça veut dire c'est les bonnes prédictions, c'est-à-dire qu'on a bien prédit 1, sachant que le vrai label c'était 1, et là on a prédit 0, sachant que le label c'était 0. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque donc, rappelez-vous, il y a 59 000 échantillons qui sont associés à la classe 0, et 1000 qui sont associés à la classe 1. Et donc, on remarque qu'on a 57 000 échantillons qui sont bien prédits pour la classe 0 et 700 pour la classe 1. C'est pas mal, mais on voit quand même qu'on a quand même 1000 échantillons qui ont été prédits 1 alors qu'en vrai il était 0. Donc en fait, on a prédit 1000 camions qui devaient aller, qui étaient en panne et qui devaient être réparés alors qu'en réalité, ils n'avaient aucune panne. Et le problème aussi, c'est que là, on a presque 300 camions qui étaient prédits sans panne alors qu'en réalité, ils en avaient un. Alors, en réalité, ils avaient une panne. Donc là, c'est beaucoup plus inquiétant. On va peut-être essayer du coup de passer sur autre chose. Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est que du coup, on va descendre un petit peu donc, de composantes. Pourquoi? Parce que avec 35, on avait quand même à peu près 80% de l'avance expliquée. Donc ça va permettre de réduire un petit peu les temps de calcul. Et on va refaire un K-means. Cette fois-ci, le K-means, en plus, on va voir en fait l'évolution du coefficient silhouette, donc du coup, qui est une matrix, pour évaluer un petit peu notre K-means. Bon, après, c'est pas un truc totalement parfait, c'est pas le truc qui nous dit si le cluster, enfin si le K-means a fait de très bons clusters. Vous le verrez d'ailleurs, vu qu'on a les labels, on pourra du coup comparer avec une matrice de confusion. Mais c'était juste là pour essayer de le montrer. Du coup, là, cette fois-ci, on a 35 du coup variables explicatives. On va faire varier du coup le nombre de clusters de 2 jusqu'à 10, compris. Et on va regarder le coefficient silhouette à chaque fois, et on voit que le coefficient silhouette, donc le coefficient silhouette, il va entre -1 et 1, je crois, ou 0 et 1, je sais plus, enfin en tout cas, faut le faire converger vers 1, donc plus il est proche de 1, mieux c'est, et on voit qu'il est il est proche de 1 seulement quand on a 2 clusters, après ça se pète la gueule. Et ensuite, du coup, on peut essayer de voir avec la matrice de confusion, et on reste en fait, on voit bien sur les mêmes types de résultats pour l'entraînement. Donc, bon, on a à nouveau, oui, pas mal pour la classe 0, il est plutôt bien prédit. Pour la classe 1, par contre, ça l'est un petit peu moins quand même. On voit que on a quand même presque 300 données qui sont mal prédites sur 1000, donc c'est pas non plus surgénéré. Vous voyez que c'est pour ça qu'on fait pas d'accuracy par exemple ici, parce que on aurait une accuracy de je sais pas, de 90% à peu près, je pense. Genre on a quoi, on a presque on a dans les 58 000 ouais, presque 59 000 données qui sont bien classées. Mais le problème, c'est que c'est un peu biaisé parce que en fait les données qui sont bien classées, ce sont surtout celles de la classe 0 et pas de la classe 1. Et donc du coup, c'est pour ça qu'une accuracy globale ne sera pas importante, ou une accuracy par classe, là pour le coup sera un peu plus intéressant. Je l'ai pas fait ici, je crois que je le fais un peu après, mais en tout cas c'est pas forcément nécessaire de faire une accuracy par classe. En fait, nous ce qu'on veut voir en fait, ça se voit, je trouve, beaucoup plus avec une matrice de confusion. On voit que oui, en fait on a une bonne classe qui est bien prédite, c'est normal, c'est la classe dominante, celle qui a le plus de données, enfin le plus de labels, et du coup celle qui est minoritaire, elle est un petit peu oubliée. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'autres algorithmes. Alors aussi on peut faire un y.ravel, donc ça c'est juste pour transformer un petit peu la dimension de notre y, parce que des fois il y a des algorithmes qui veulent pas en fait un y en fait qui soit une matrice de n lignes et une colonne. Bon, je sais pas trop pourquoi, c'est scikit-learn qui réagit comme ça, mais c'est pas grave. Aussi ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos données tests. Donc pareil, on va leur appliquer une PCA du coup, donc avant on va faire du coup de la standardisation, et pareil on va les ravel après du coup pour en faire juste un seul vecteur, enfin pour en transformer ça en un vecteur. On va appliquer de la logistic regression. Donc la logistic regression, on l'avait déjà un petit peu vu, c'est tout simplement en fait un produit scalaire du coup entre un vecteur en fait qui contient des coefficients et les variables explicatives. Et comment ces coefficients sont obtenus? C'est grâce à l'entraînement de la logistic regression qui est ici, en fait, qui va essayer de maximiser la vraisemblance, donc maximiser en fait la plausibilité en fait des échantillons que on a observés. Voilà. Et donc du coup, ce qu'il va nous faire, c'est que après, il va nous sortir en sortie une probabilité, donc du coup une valeur numérique entre 0 et 1 pour chaque classe. Et donc la classe qui a la plus grosse probabilité sera la classe en fait qui sera considérée comme prédite. Voilà. Bon, le seul problème, c'est que du coup, vu qu'on est sur la classification binaire, c'est qu'on peut avoir des fois 50% classe 0 et 50% que ce soit la classe 1. Mais sinon, si c'est assez rare que ce soit ça, mais du coup, si c'est le cas, c'est vrai que là, du coup, on est un peu embêté.
C'est juste un petit peu ça le problème du coup de la logic regression. Mais bon, bref. Passons. Donc du coup, si on teste l'accuracy, donc on voit qu'on a accuracy de 98%, et comme j'ai dit, ça ressemble un petit peu au truc du k-mean, c'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que la classe 0 est bien prédite, il y a 50 008 ou 57 000 données sur 59 000 qui sont bien prédites, donc du coup, bah forcément, quand on fait sur 60 000, bah ça fait un bon score, mais déjà quand on teste sur les données test, bah vous voyez que du coup le score il tombe à 23%, donc ouais, c'est pas bien, c'est vraiment pas ouf. Et bon, pareil, on peut faire à nouveau une matrice de confusion. Donc là, j'avais fait du coup pour les données d'entraînement, donc X. Et bon, là, ça donne un truc peut-être pas trop mal. Quoique ça donne un truc un peu moins bien que le K-mean, ça on voit notamment pour la classe 1. C'est toujours la classe 1, en fait, ça va toujours être ça le problème. La classe 0, on verrait que ce sera toujours plutôt vers les 57 000, 58 000 bonnes prédictions sur 59 000. Enfin là, on a quasiment tout de bien prédit d'ailleurs pour la classe 0. La classe 1, vous voyez qu'il y en a 477 qui ont été prédits comme 0 alors qu'ils étaient bien de la classe 1, donc presque la moitié qui ont été mal prédits. Voilà. Du coup, je me demande aussi pourquoi j'ai 23%. Ah oui, mais non, mais c'est pas la même. Ok, non, je me posais la question, en fait, non, ça c'est pour X et ça c'est pour X test. Ok, ça va, pas de problème. Et du coup, si on regarde la classe test, donc les données test, pas la classe test, hein, les données test, bon, alors là, c'est un peu plus le bordel, parce qu'en fait, même la classe 0 est mal prédite. Vous voyez, 12 000, donc il y en a 15 000 à la base. Ouais, je crois qu'il y a 15 000, aux alentours des 15 000 données qui sont étiquetées avec la classe 0 pour les tests. Et là, il y en a 12 000 qui ont été mal prédites. Et classe 1, mais pareil, là, il y en a 200 qui étaient mal prédites. Non, 200 qui ont été bien prédites, 176 qui ont été mal prédites. Donc ouais, c'est vraiment pas fou. Mais vous voyez d'ailleurs du coup l'inversement, enfin en entraînement on avait une très bonne prédiction pour la classe 0, mais pour les tests ensuite de la classe 0, bah c'est vraiment pas bon. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder des nouvelles données en fait qui n'ont pas été utilisées pour l'entraînement. Là c'est parce que du coup on est sur clairement une notion d'overfitting. J'ai envie de dire assez normal parce que les classes sont disproportionnées, donc en fait il y a beaucoup de classes de la classe 0, donc du coup l'algorithme va beaucoup se concentrer sur ces données et faire peut-être trop d'overfitting, notamment le cas ici avec de la logistique regression. Oui, ah oui, bah voilà, je voulais regarder le nombre de données qui sont de la classe 0 et de la classe 1, bah oui qu'il y en a 375, donc bon, on va dire que c'est pas trop mal si on regarde juste ça pour la classe 1, si on regarde juste le nombre de bonnes prédictions, mais quand on regarde aussi le nombre de mauvaises prédictions, bah c'est vraiment pas génial en fait. Et bah après 15 125, comme j'avais dit, il y avait autour de 15 000. Et là il y a 12 000 donc pour la classe 0, donc là il y a 12 000 données de la classe 0 qui a été prédit classe 1. Donc là pour le coup c'est vraiment pas bon. Alors un truc qu'on peut faire du coup c'est que on peut repondérer la logique regression. Donc en fait ça veut dire que on va ajouter un poids en fonction en fait des classes pour du coup donner plus d'importance aux classes minoritaires. Donc par exemple ici notre classe 1. Le problème en fait c'est que voilà, je vous le dis très vite, hein, c'est que même en remettant du coup de la repondération, en remettant des poids, bah on a en fait toujours les mêmes problèmes. On a quasiment en fait d'ailleurs les mêmes résultats quand on fait ça. Mais je vous le dis aussi parce que ça peut quand même servir donc des fois de mettre des poids en fait. Du coup donc les poids qui vont permettre de donner plus d'importance aux classes minoritaires. Pourquoi? Parce qu'en fait ces poids ils sont calculés en faisant l'inverse en fait du nombre de la somme du nombre de labels en fait par classe. Donc du coup si on a 59 000 labels, l'inverse ça va être 1 sur 59 000, et si on a 1000 labels, ça va être du coup 1 sur 1000, et 1 sur 1000 c'est plus grand que 1 sur 59 000. Voilà, donc du coup ça va être calculé à partir de ça, j'ai plus vraiment la formule en tête, mais donc du coup la classe minoritaire du coup aura un peu plus d'importance, en fait son poids sera plus important du coup dans le calcul en fait de la logic regression, donc ce sera un peu plus pris en compte. Mais là ici ça ne nous sert toujours pas vraiment parce que en fait on a toujours des résultats qui sont pas satisfaisants en fait pour des données tests, surtout les données tests qui sont importants. L'entraînement on s'en fiche un peu du résultat en vrai, c'est surtout les données tests, et là vous voyez que les résultats sont pas super géniaux. Si on compare ici, on a en fait on a exactement la même chose, les mêmes résultats, mais voilà, c'est vraiment pas intéressant. Alors ensuite, un algorithme qu'on peut ici utiliser, c'est la LDA. Donc la LDA, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un classifieur qui va séparer nos données, et sa frontière de décision, ça va être une frontière de décision linéaire, donc c'est-à-dire par exemple une droite. Voilà, c'est ça en fait qui caractérise la LDA, c'est que ça sépare linéairement en fait nos données. Et sans plus attendre, on va essayer d'afficher en fait du coup une matrice de confusion sur les données X, et on voit que c'est déjà un petit peu mieux, notamment pour la classe 1, parce que vous voyez qu'on a 658 bonnes prédictions,
Je sais plus combien on avait exactement pour les données pour ici. Là, on en avait 523, donc vous voyez qu'on a un petit peu mieux. C'est déjà un peu plus intéressant. Et si on regarde ensuite les données test, hein, ce qui est, comme je l'ai dit, plus intéressant. Alors, pour la classe 1, ça fonctionne bien. Vous voyez, on a que 38 qui ont été mal prédites. Mais alors, pour la classe 0, c'est une catastrophe. On est à 12 000 données qui ont été mal entraînées. Et qui n'ont pas été mal entraînées, qui ont été mal classées, pardon. Qui devaient être classées en 0 et qui ont été classées en 1. Donc, bah là aussi, c'est un peu à nouveau un échec. Parce que, du coup, on n'a pas quelque chose d'intéressant en fait pour nos deux classes. Pour la classe 1, c'est plus intéressant. Ça s'est généralisé bien pour la classe 1, mais pour la classe 0, pas du tout. Donc une méthode qu'on peut faire quand on a des classes minoritaires, donc c'est-à-dire qu'on a une disproportion entre les classes, et du coup qu'il y a une classe qui a clairement beaucoup moins de labels que l'autre classe, c'est qu'on peut faire de l'oversampling. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va recréer des échantillons artificiellement pour notre classe 0, enfin pour la classe minoritaire, donc la classe 1, pas la classe 0, pour la classe 1, de sorte à avoir en fait du coup à peu près le même nombre d'échantillons des deux classes. Donc pour éviter d'avoir du coup des algorithmes en fait qui vont trop se concentrer sur une seule classe en particulier. La méthode, l'algorithme qu'on peut utiliser, c'est l'algorithme Smooth. L'algorithme Smooth, ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va nous créer en fait des échantillons artificiels d'une classe en regardant en fait, en prenant en fait un échantillon qui appartient à la classe, par exemple ici à la classe 1 parce qu'elle est minoritaire. Il va regarder un certain nombre de voisins en fait autour qui ont la même classe, il me semble, donc la classe 1, et il va créer un échantillon, par exemple en prenant la moyenne entre ce point et les voisins qui sont autour de lui. Et il va faire, par exemple, il va calculer la médiane, par exemple, entre les voisins, entre ce point et un autre voisin, et il va créer du coup un nouvel échantillon qui sera du coup la médiane de ce point là. Voilà, donc en fait c'est ça qu'il va faire, c'est qu'il va faire des petits calculs et pour essayer de nous créer du coup des échantillons, des nouveaux échantillons, en se basant sur des échantillons qui sont d'une certaine classe et en regardant les voisins qui sont aux alentours. Donc, les voisins, c'est-à-dire les données qui sont aux alentours de ce point. Donc du coup ici vous voyez que Y du coup comme on a vu il y a 59 000 0 et 1001, donc il y a 59 000 labels 0 et 1000 labels 1. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va resampler ça. Donc pour cela, on va faire sm.fit resample xpca y. Et du coup, quand on affiche, donc c'est à ça que ça nous servait counter qu'on avait vu plus haut. C'était juste pour pouvoir afficher les données plus simplement. Et du coup on voit qu'on a 59 000 données pour la classe 0, bon ça c'est normal, et 59 000 données pour la classe 1. Alors du coup le petit problème qu'on risque d'avoir c'est que ça va être un peu plus long en calcul parce qu'on aura beaucoup plus d'échantillons, on a 118 000, et l'autre problème aussi qu'on peut avoir c'est qu'on peut avoir l'introduction de beaucoup plus de bruit dans du coup nos algorithmes, parce qu'on est passé de 1000 à 59 000 données qui ont été créées artificiellement. Voilà, on va quand même tester pour voir ce que ça fait. Donc, on va refaire une logistic regression avec un nombre d'itérations au maximum de 10 000. Il faut l'augmenter en général, hein. C'est pas suffisant le nombre d'itérations minimum. Enfin, le nombre qu'ils mettent par défaut. Et donc, si on observe, alors on voit que pour les données d'entraînement, c'est plus intéressant. On a à peu près dans les 55 000 pour chaque classe qui sont bien prédites. Alors, la classe 1, c'est toujours pas génial, hein. Il y a quand même 4500 et quelques données qui ont été prédites classe 0, alors que ça doit être la classe 1. Et ensuite, si on regarde la classe test. Alors la classe test, non pas la classe test, les données test, je sais pas pourquoi je confonds les deux à chaque fois. Bon, là, là honnêtement, c'est pas... Ouais, non, c'est pas ouf à nouveau. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est encore la classe 0 qui a pris cher, en fait, qui a été mal prédite. Et donc, ça c'est un peu dommage. Donc on avait un truc intéressant pour les données d'entraînement. Mais le problème, voilà, c'est que comme je dis, on risquait en fait d'avoir un peu trop de bruit, du coup, introduit dans les données, et c'est un petit peu le problème je pense qui est arrivé ici, et ça a créé peut-être un peu de l'overfitting au fait au final pour la classe 0. Donc pareil, bon, si on affiche un score pour les données test, on est sur du 25%, c'est vraiment pas intéressant. Alors du coup, un autre algorithme qu'on peut essayer de faire, c'est un random forest. Donc un random forest, ça se base en fait sur les decision trees ou les arbres de décision. Les arbres de décision, tout simplement, en fait, c'est une série de questions. C'est-à-dire que on va prendre une donnée, on va dire, est-ce que cette donnée, elle est par exemple plus grande qu'une certaine valeur? Oui, non. Et selon ce que ça nous donne, en fait, on va poser d'autres questions selon les réponses. Voilà, tout simplement. Et random forest, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre un ensemble d'arbres de décision et ça va sélectionner ceux qui sont les plus intéressants.
en gros. Ce qu'il faut qu'on fasse attention avec ça, c'est que on risque en fait, vu que nos données vont être triées selon des questions, en fait, on risque d'avoir un overfitting parce que on risque d'avoir trop de questions en fait qui seront posées avec notre arbre. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut limiter la profondeur en fait de notre arbre. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une profondeur maximum de 20 et du coup, on va entraîner et on va voir que on a un score de 99% à peu près. Alors, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça donne sur des données tests? Bah là, on sait un peu moins. Donc, si on regarde la matrice de confusion, on voit que on a quasiment de très bonnes prédictions pour la classe 0 et la classe 1. Si on fait par exemple la classe test, alors là, on voit que c'est beaucoup moins intéressant. Non, pas pour la classe test, les données test. Un jour, ça va passer. Je sais pas pourquoi je confonds là. Et donc là, on voit qu'on a quand même un gros overfitting, notamment pour... Bah en fait un peu pour les deux classes, hein. Honnêtement les deux sont mal prédites. Donc en fait l'arbre de décision même avec une profondeur de 20 a fait un trop gros overfitting dessus, sur les données d'entraînement. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de réduire un peu la profondeur de l'arbre. Donc là pareil, on a à nouveau presque 100% d'accuracy, donc en général ça c'est pas très bon signe. Donc là bon bah pour les données d'entraînement ça va, pour les données test ça va un peu mieux pour la classe 1, mais pour la classe 0, pour le coup là ça ne l'est pas. Donc c'est un peu dommage, ça partait bien, mais à la fin, au final, bah, c'est la classe 0 là cette fois-ci qui va un peu poser problème, et même la classe 1, on a quand même 155 données qui sont mal prédites. Alors enfin, le dernier algorithme qu'on va tester, et c'est assez marrant parce qu'en fait c'est le dernier algorithme que j'ai testé, et c'était celui qui fonctionnait le mieux, enfin ouais, en gros le mieux, et c'est pourtant un algorithme assez simple, en fait, c'est général, c'est un des premiers qu'on explique aux étudiants. Donc le KNN, c'est juste un algorithme où en gros vous avez un point, et ce que vous allez faire c'est que vous avez un échantillon, enfin un point, du coup si on représente ça dans un espace, et ce que vous allez faire c'est que vous allez regarder un certain nombre de voisins, donc c'est-à-dire les cas points les plus proches, et ce que vous allez faire c'est que vous allez déterminer la classe de votre point à partir des classes en fait des points voisins, des cas points voisins. La classe qui revient le plus dans les cas points voisins sera du coup la classe que vous allez affecter à votre point. Donc, si, par exemple, vous recherchez 3 points, 3 voisins, et que vous avez 2 voisins qui sont de la classe 0, bah du coup, votre point, vous allez lui affecter la classe 0. Et bah en fait, ça fonctionne plutôt bien ici, assez marrant. Le seul truc un peu embêtant, en fait, du KNN, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'entraînement, parce qu'en fait, juste ce qu'il fait, c'est qu'il regarde les données aux alentours. Il regarde en fait l'entraînement, c'est juste en fait, il regarde les données aux alentours et les labels. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est que quand on va lui introduire des nouvelles données, il va juste calculer en fait la distance des cas proches, des cas voisins les plus proches, et il va leur affecter les labels. Voilà. Du coup, si on le teste du coup sur les données X, donc données d'entraînement, on a quelque chose de pas trop mal. Et si on fait les données test, donc avec 3 voisins, vous voyez que on a 230 bonnes prédictions pour la classe 1, et classe 0, bon là ça va. Il y a encore un petit peu du travail pour la classe 1, mais en vrai c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de voir en fait combien de voisins, donc le paramètre c'est le nombre de voisins, donc celui qui est intéressant, c'est le nombre de voisins. Donc combien de voisins en fait il faudrait, quel nombre optimal faudrait qu'on prenne. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait varier de 1 jusqu'à 30 voisins compris. Alors du coup j'ai fait des matrices de confusion à chaque fois. Bon, ça peut être intéressant, mais bon, le truc c'est que vous voyez du coup il y a beaucoup de matrices. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que du coup on peut regarder l'accuracy par classe. Nous ce qui nous intéresse, c'est surtout la classe 1, parce que en fait en regardant la matrice de confusion, on voit que dans tous les cas la classe 0 elle est bien bonne. Enfin, l'accuracy pour la classe 0 est bien bonne. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le nombre de cas, enfin le cas optimal pour en fait la classe 1. Enfin, l'accuracy de la classe 1. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker du coup l'accuracy pour chaque classifieur, KNN. En fonction du nombre de voisins. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder, du coup, on va calculer l'accuracy du coup pour cette classe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans nos labels, en fait, quelles données sont étiquetées avec la classe 1. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, du coup, le nombre, en fait, de données qui ont été prédites avec la classe 1. Et on va diviser par le nombre total, du coup, le nombre total, en fait, qui sont réellement étiquetés classe 1. Donc, du coup, pour avoir du coup, l'accuracy. Voilà. Ou le nombre en fait de bonnes prédictions par rapport au nombre total en fait de variables qui sont d'échantillons qui sont classés 1. Et du coup on peut afficher ça. Alors vous voyez que c'est un peu le bordel, enfin en fait c'est un peu bizarre. C'est juste qu'en gros en fait le KNN en général il faut un nombre de voisins qui soit impair. Pourquoi? Parce qu'en fait si on a un nombre de voisins pair, par exemple admettons 4,
surtout dans la classification binaire, comme ici, c'est-à-dire qu'on a que 2 labels, bah en fait, on risque en fait, quand on a 4 voisins, d'avoir 2 voisins qui sont de la classe 0 et 2 voisins de la classe 1. Donc du coup, bah, on sait pas en fait qu'est-ce qu'il faut faire, parce que bah, il y a le même nombre en fait de voisins pour la classe 0 et pour la classe 1. Alors que si c'est impair, si par exemple on a 5, s'il y a 3 voisins de la classe 0 et 2 voisins de la classe 1, bah, on dit classe 0. Voilà. Et en général, en fait, quand c'est un nombre impair, et bah, juste en mettant un nombre impair, ça donne un résultat un peu plus intéressant. Et en fait, vous voyez qu'en général, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a commencé à 1. 1, on a presque, bah, je sais pas, on a peut-être 70%. Si on place à la classe 2, si on met, non, le nombre de voisins 2, vous voyez qu'on tombe à 0,47. Si on met 3, vous voyez que là, on remonte à un peu plus de 60%. Et c'est, en gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous voyez qu'à chaque fois, quand on est sur le nombre pair, donc par exemple 30, vous voyez qu'on a perdu en accuracy, alors que quand on était à 29, on était un peu plus élevé. Mais ce qu'on voit, c'est que, bon, à part ce point ici, là, ce nombre de voisins ici, donc 2, on voit qu'en général, la tendance fait que ça diminue plus on augmente le nombre de voisins. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est rester sur 1 ou 3 voisins, tout simplement. Et en fait, ça correspond bien un peu à ce qu'on avait déjà sur la matrice de confusion, c'est qu'on avait quand même une plutôt bonne prédiction. Donc en fait, vous voyez que la panne est détectée dans à peu près 60%, un peu plus de 60% des cas, presque 70% des cas, je dirais, quand on a juste un seul voisin. Et donc du coup, c'est ça que je pense qu'il faudrait qu'on garde. Du coup, garder le KNN pour ce dataset. Après, bien évidemment, il y aurait d'autres choses à faire. Le truc qui est toujours un peu embêtant, c'est qu'on ne sait pas en fait vraiment à quoi correspondent les variables explicatives, parce qu'elles ont été anonymisées. Mais voilà, donc ça c'était juste un petit entraînement pour essayer de voir un petit peu des trucs qu'on pouvait faire, pour essayer de voir un peu d'autres algorithmes. Bon, il y en a qu'on avait quand même déjà vu, c'est pour ça que je suis passé un peu rapidement, mais voilà, c'était aussi intéressant. Et de faire un petit peu de la PCA aussi, puisqu'on voit qu'en fait, avec la PCA, que quand on était à 35 ou 50 variables, bah on était à peu près sur les mêmes, les mêmes performances. Donc du coup, ça c'est intéressant, parce que ça évite du coup d'avoir trop de variables, donc du coup d'avoir un truc qui est computationnellement trop élevé. Voilà, donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, donc bah, bravo pour avoir fini du coup ce petit cours. Et moi sur ce, bah, je vous dis portez-vous bien, il y a une prochaine, salut.